il a utilisé un mot que j'aimerais bien qu'il puisse le préciser. Il a dit d'emblée, il faut essayer d'éviter la bourgade européenne. Et qu'est-ce que tu mets dans la bourgade européenne? Est-ce que tu mets dans la bourgade européenne ce discours que nous avons été, je dirais, archi et saturés des élites, et dans le bon sens du terme, sur la question de l'unité européenne, sur la conscience européenne, sur tous ces mots qui autrefois étaient un mot valise, hein, et qui aujourd'hui, à la lumière de le diagnostic de l'Europe, n'ont plus de sens dans certains contextes nationaux. Si on prend par exemple l'Italie, les pays de l'Est et certains pays ici du côté, disons, France, Portugal, je mets de côté les Anglais. Ils n'ont jamais adhéré à cette philosophie. J'aimerais bien que tu précises un peu, parce que je pense qu'il y a quand même il y a des fondamentaux qu'il faudrait qu'on se mette d'accord, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Notamment lorsqu'on s'adresse à la jeunesse. Et il y a eu pendant très longtemps, notamment dans le milieu de l'école, beaucoup disons, ces discours qui ont été utilisés. Les écoles européennes, tout ça. Donc ça a quand même un sens. J'aimerais bien que tu focalises un peu cette idée. Et après, si tu attends, mais c'est très court. Je voudrais, puisque on s'est revoit, ça faisait longtemps qu'on s'est revoit. Et il y a eu une expérience, que pour moi c'était une expérience du point de vue politico-culturel très intéressante. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça donnait cette expérience, qui était menée par la Fondation à l'époque. C'était ce dialogue très intéressant, multiniveau, multidisciplinaire de l'Europe et la Chine, qui a duré pendant très longtemps, et qui a mobilisé beaucoup de monde, avec des grandes réunions, des discussions sur l'approchement en quelque sorte politique et culturel entre la Chine et l'Europe. Et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui retenir de cette expérience? On va tout de suite ou on prend l'autre question? Oui, voilà. Alors, quand je parlais de vulgate européenne, je pense qu'il serait intéressant, c'est de comparer de pays à pays comment l'histoire de l'Europe est racontée. Moi, ce dont je me contentais, c'est la manière dont en France, on raconte ce qu'est l'Europe. C'est cette vulgate. Et ce que j'entends par vulgate, en l'occurrence, le terme n'est peut-être pas approprié, mais c'est un narratif qui comporte d'énormes erreurs factuelles. Donc dans lequel, en fait, on est très clairement en train de travestir la réalité. Et ça pose problème, et c'est ce que j'ai expliqué après. Par exemple, la France, pays profondément européen, dont les élites sont profondément pro-européennes et qui en but soit à ses partenaires européens, soit à la bêtise crasse de sa population qui n'en veut pas. Je dis juste qu'Hubert Védrine n'a jamais rien fait pour construire le bord. C'est tout ça que je pense qu'il faut déconstruire pour analyser où sont les vrais blocages. Parce que sinon, si on reste toujours à dire c'est Londres, c'est Berlin, et c'est Bourges et Bourg-en-Bresse qui sont l'explication de la non-construction de l'Europe, on se renvoie. Voilà. Et donc, c'est juste ça, et je crois que alors, parmi les grandes bêtises qu'on a sur l'Europe, c'est le moteur franco-allemand, par exemple. Alors, il faut admettre que le propre d'un moteur, c'est d'être aussi un frein moteur. Il n'y a rien de pire que l'accord de Paris, le traité de Paris pour la construction européenne, parce qu'en fait, De Gaulle et Adenauer cassent la logique fédérale et collective pour remplacer pas ça par un dialogue intergouvernemental. Et là, on rentre dans ce que moi j'appelle du confédéralisme, c'est-à-dire intergouvernemental l'emporte sur la construction d'une assemblée représentant le peuple européen, etc. etc. Bon. Pour la question de Chine-Europe, alors c'est très intéressant parce que je crois que
tout à l'heure, le Chine-Europe s'inscrit dans une époque où la Fondation reste dans le mythe des années 90, d'une sorte de construction d'une société civile mondiale dans un monde post-étatique. S'il y a une chose que les Chinois nous ont démontré, c'est qu'il vaut mieux avoir un État. C'est peut-être le meilleur moyen pour progresser dans le monde. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de dialogue Chine-Europe que de dire qu'un dialogue de société civile, ça ne sert plus à rien quand on a des États forts qui réaffirment de manière violente leur position. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Alain en disant qu'est-ce que nous, en tant que société civile, on peut faire pour une construction politique. Donc, c'est la société civile qui plaide elle-même pour la constitution d'un État européen et pas pour une sorte d'Europe qui serait post-étatique et qui donc, on enverrait une coalition de Greenpeace, de Negawatt et de la FPH pour expliquer à Poutine pourquoi il ne faut pas envahir la Crimée. On est tous revenus un petit peu. Et donc, pour nous, le convivialisme est quand même un horizon à atteindre, c'est pas une réalité présente, si je veux dire. Donc, on admet bien qu'entre l'objectif d'une fédération mondiale conviviale et maintenant, il faut qu'on ait quand même un peu de méthode, je dirais, qui demande peut-être par passer par un État européen, en espérant que ce soit un État européen qui ressemble plus à la Suède qu'à la France de Bonaparte, si tu vois ce que je veux dire.